Alors on reprend donc le petit 2 sur les justifications du protectionnisme. On a vu dans la vidéo précédente quelles étaient les différentes formes du protectionnisme, hein, les différentes mesures qui pouvaient être prises par un État afin de limiter les importations de marchandises. Donc je ne vous réexplique pas, mais voilà ce qu'on a fait la dernière fois. Mesures tarifaires, non tarifaires et autres mesures possibles. Donc maintenant, quelles sont les raisons qui peuvent justifier que un État recourt à ce que l'on appelle le protectionnisme? Alors avant d'avancer divers arguments pour aller dans ce sens, on va juste faire une remarque en matière de vocabulaire pour être sûr qu'il n'y a pas de malentendu, parce que parfois dans les textes qu'on peut lire, voilà, ça peut prêter à confusion. Donc je commence ici à vous lire cette remarque. Donc il ne faut pas confondre l'ouverture aux échanges et ce que l'on appelle donc le libre-échange. S'ouvrir aux échanges, bah, c'est ce que j'écris ensuite, hein, c'est accepter que certaines marchandises soient exportées et que certaines marchandises rentrent sur le territoire national. Mais ça ne veut pas dire que on accepte que tout et n'importe quoi rentre sur le territoire ou que tout puisse en sortir. D'accord? La situation où vraiment toutes les marchandises peuvent circuler librement sans aucune restriction, c'est ce que l'on appelle le libre-échange. Ça, c'est autre chose, hein. C'est vraiment quand il n'y a aucune barrière, aucune réglementation pour encadrer la circulation des marchandises. Donc il ne faut pas confondre ouverture aux échanges et libre-échange. Le libre-échange, c'est beaucoup plus fort. Donc c'est ce que j'écris, hein. Le premier implique qu'un pays accepte de laisser rentrer ou sortir une certaine quantité de marchandises, alors que le second terme implique la libre circulation de toutes les marchandises sans aucune restriction. De même, il ne faut pas confondre le protectionnisme et l'autarcie. Donc le premier, donc le protectionnisme, ce terme, implique des restrictions sur les importations, qu'on a vu à la vidéo précédente, mais pas nécessairement sur tous les produits. On va pouvoir appliquer des droits de douane ou des quotas sur certains produits, mais pas tous. Ça, c'est du protectionnisme. Donc ça ne concerne pas la totalité des produits importés. Alors que le second terme, l'autarcie, là, ça implique vraiment une coupure totale avec les autres nations. Donc là, il n'y a vraiment aucune marchandise qui n'entre ou sort du pays. Le pays doit être autosuffisant. Il doit produire tout ce dont il a besoin pour sa population et ne peut en aucun cas compter sur les produits importés. Ensuite, donc je continue sur, on va dire, une sorte de mini-introduction sur le débat pour ou contre le protectionnisme. Je comprends ici. Donc le protectionnisme fait souvent l'objet de débats, on va dire, passionnés, parce qu'il y a vraiment des personnes qui considèrent que le libre-échange, c'est extrêmement important, que c'est ce vers quoi il faut tendre, que voilà, le bien de l'humanité réside dans le fait de laisser circuler les marchandises. Bon, c'est un petit peu simpliste comme positionnement, mais beaucoup de personnes sont d'accord avec ça. Donc c'est vraiment passionné, alors que d'autres, au contraire, sont pour le protectionnisme, ou en tout cas un protectionnisme ciblé, on verra pourquoi. Donc ce débat dure depuis presque 2 siècles, et si on doit essayer de dater un peu ces genres de problématiques, on peut commencer à avoir ce genre de réflexion à partir du XVIe siècle. Bon, évidemment, il y a sûrement des réflexions antérieures, mais c'est pas l'objectif de remonter dans le temps très longtemps, très très loin. Donc avec des économistes qui font partie d'un courant de pensée qu'on appelait le mercantilisme. Donc on disait les économistes mercantilistes, donc un courant d'économistes qui ont été les premiers à prôner des mesures que l'on appelle protectionnistes. D'ailleurs, au passage, pour votre culture générale, les mercantilistes, c'est eux les premiers penseurs de l'économie à s'appeler eux-mêmes économistes. Donc le terme économiste a été inventé par le courant mercantiliste. Voilà. Donc il prônait également la mise en place de mesures de subventions aux exportations pour certains secteurs. Donc je l'ai dit précédemment, je crois, les subventions, c'est l'État donne de l'argent carrément à certaines entreprises pour les aider à être plus compétitives lorsqu'elles veulent exporter. Donc la subvention est également une mesure protectionniste, puisque ça vise à rendre bah, comment dire, plus performantes les productions nationales. Soit on protège les industries nationales de la concurrence,
soit on les aide à être meilleurs que la concurrence. Dans les deux cas, on gagne. Donc c'est pour ça qu'on peut considérer que les subventions font partie aussi de l'arsenal protectionniste. Alors je poursuis. Donc le but, là j'explique un peu la pensée mercantiliste de l'époque. Le but était d'empêcher l'entrée des marchandises étrangères sur le territoire afin d'éviter que les richesses, et par richesse on entendait à l'époque surtout l'or, ne quittent le pays. Puisque quand on importe des marchandises, eh ben, il faut les payer. Et à l'époque, les paiements entre pays se faisaient principalement en or. Donc c'était soit de l'or pur, soit c'était des pièces de monnaie qui étaient en or. Et à l'époque, voilà, on considérait que tout or qui sort du pays, c'est un appauvrissement du pays. Et à l'inverse, plus on a d'or dans un pays, plus on a un pays riche. Donc toutes les importations impliquent des fuites d'or à l'étranger, et donc il faut absolument éviter ça. C'est pour ça qu'on a essayé de faire en sorte d'empêcher les importations. Donc je poursuis ici. A l'inverse, il s'agissait pour l'État de stimuler les exportations de produits ayant une forte valeur ajoutée. Donc c'est des produits qui, en fait, si on doit reformuler cette idée-là de valeur ajoutée, c'est des produits qui, en vérité, coûtent pas très cher à produire, la matière première coûte pas cher, mais on va réussir en les fabriquant, à les revendre beaucoup plus cher, par divers procédés qui relèvent bien souvent de la question des industries de luxe. La matière première est pas très chère, mais on y adjoint à ces produits une identité de marque, un prestige, qui fait qu'on arrive à les vendre beaucoup plus cher. Donc à l'époque, l'État devait aider les entreprises spécialisées dans le luxe, entre autres, hein, à pouvoir exporter. Parce que quand vous exportez, bah, vous récupérez de l'or. Ça vous coûte pas cher en or à produire et vous récupérez beaucoup d'or en échange lorsque vous exportez ces produits. Donc ça, c'était à l'époque très bien vu, parce que ça permettait de faire converger l'or vers le pays en question. Donc dans cette vision, c'est ce que j'ai dit, hein, dans cette vision, l'ouverture aux échanges ne peut pas avantager tous les pays, car ce que gagne l'un, c'est-à-dire si un pays gagne, il gagne de l'or par exemple, en vendant des marchandises, eh bien cela signifie que l'autre, un autre pays avec lequel il réalise des échanges, hein, l'autre le perd. Car effectivement, hein, si on vend à quelqu'un, bah, ce quelqu'un doit nous payer. Donc il nous paye en or. Donc ce qu'on a gagné en or, c'est lui qui a perdu. Il n'a plus cet or-là puisqu'il nous a payé avec. Donc cette idée que les échanges internationaux peuvent pas faire gagner tout le monde, hein, il y en a qui gagnent et d'autres qui perdent, parce qu'il y en a qui vendent et d'autres qui achètent, eh bien on parle à ce sujet pardon, de jeu à somme nulle. Voilà, c'était la vision qu'on avait à l'époque du commerce international, c'est que c'est un jeu à somme nulle, c'est-à-dire plus on vend, bah, plus on est gagnant. Par contre, si on importe, bah, on perd de l'argent, donc c'est pas du tout avantageux. Ce n'est qu'avec Adam Smith, un peu plus tard, Adam Smith qui d'ailleurs dans son livre célèbre, hein, La richesse des nations, en 1776, c'est un livre qu'il écrit en partie pour critiquer les mercantilistes. Donc vous voyez comment les courants se répondent, hein. Adam Smith, dans son livre, critique la vision mercantiliste quand il propose sa théorie des avantages absolus. Ben, en fait, c'est pour critiquer la vision mercantiliste de l'idée que le commerce est un jeu à somme nulle. Pour Adam Smith et ensuite pour Ricardo, le libre-échange est censé avoir un avantage pour tous les pays qui y participent. D'accord? C'est ce qu'on essaie de prouver au début du cours, hein. C'est que même si on n'est pas bon ou qu'on est mauvais dans tout, eh ben, on a quand même intérêt à se spécialiser parce que le commerce va profiter à tout le monde. Donc pour Smith et Ricardo, surtout Ricardo, puisque Smith n'est pas vraiment indiqué au programme, hein, mais bon, ils sont quand même liés. Donc surtout Ricardo, le commerce international est un jeu à somme positive. Voilà, c'est ça l'opposition qu'on peut faire, jeu à somme nulle, jeu à somme positive. Voilà, tout le monde y gagne chez Ricardo et Smith. Mais ces développements théoriques, donc, qui sont voilà, début 19e siècle, Ricardo en 1817, ces développements théoriques à l'époque n'empêchent pas d'autres économistes d'élaborer des arguments en faveur du protectionnisme, comme a pu le faire un économiste allemand qui s'appelle Friedrich List. Donc ça vous permet un peu de cadrer le propos hein, sur pour ou contre le protectionnisme. Donc maintenant on va passer à la liste des arguments qui sont tous sous une forme AEI, donc que vous pouvez utiliser tel quel, clé en main, dans un sujet où il faut mobiliser ce type d'idée. Premier argument, la thèse que l'on appelle du protectionnisme éducateur. Donc ça c'est une thèse qu'on doit directement à
Friedrich List. Cette thèse, on l'appelle également thèse de l'industrie naissante. Donc c'est ça que je vais vous expliquer dans ce premier paragraphe. Donc d'après cette thèse, il peut être avantageux pour un pays de pratiquer le protectionnisme, ou une politique protectionniste, temporairement, afin de laisser son secteur industriel se développer, jusqu'à ce qu'il soit assez compétitif pour affronter la concurrence internationale. En effet, un pays qui souhaiterait développer son avantage comparatif, dit autrement, c'est un pays qui souhaiterait devenir bon dans un secteur, hein, qui veut s'entraîner en fait, qui veut se muscler pour devenir bon dans un secteur, qui souhaiterait développer son avantage comparatif dans certaines productions, comme ce fut le cas des pays asiatiques. Là, je vous renvoie à un ancien document sur le fait que les avantages comparatifs sont construits par les politiques publiques, hein, c'est-à-dire que certains pays se disent, voilà, on va se spécialiser dans des biens peu complexes, puis après on va fabriquer des biens de plus en plus complexes, jusqu'à devenir des pays de haute technologie. Donc ça, c'est un choix politique. Donc effectivement, certains pays peuvent choisir de développer leur avantage comparatif. Mais c'est, comment dire, un pays qui souhaiterait faire ça peut se heurter à la concurrence des pays plus compétitifs que lui. Effectivement, il peut vouloir être un champion dans un domaine, mais il y a déjà d'autres pays qui sont meilleurs que lui dans ce domaine. Ce pays n'a donc aucune chance de rivaliser avec les pays meilleurs que lui, c'est-à-dire qu'il va vendre plus cher. Donc il n'a aucune chance de rivaliser et son industrie décline. C'est-à-dire son industrie va essayer de rivaliser, d'exporter, mais finalement ils n'exporteront pas grand-chose puisqu'il y a d'autres pays qui font aussi bien et moins cher. Et donc la demande sera très faible pour ce type de produit. Donc l'industrie va essayer d'exister, mais au bout d'un moment, à force de ne pas vendre, les entreprises feront faillite. Donc l'industrie va forcément décliner, à cause de la concurrence internationale. D'accord ? C'est la concurrence internationale, le fait que les demandeurs peuvent acheter autre part, moins cher, dans des pays qui sont meilleurs, qui fait que cette industrie décollera jamais, parce que personne ne lui achètera. Donc ça, c'est un problème. Par contre, c'est là que List intervient, hein, par contre, si ce pays met en place une politique protectionniste, empêchant l'entrée des produits étrangers concurrents, alors son industrie a une chance de pouvoir se développer. Là, l'idée, c'est de dire que l'industrie du pays en question, si jamais elle est abritée de la concurrence internationale, elle a une chance de pouvoir vendre sa production aux consommateurs locaux, dans un premier temps, et essayer de produire une grande quantité pour pouvoir satisfaire la demande locale, demande qui aurait été satisfaite par la production étrangère, dans le cadre d'un libre-échange. Alors que là, si on pratique un protectionnisme et qu'on empêche les importations des produits industriels qui viennent des mêmes pays, enfin qui viennent, des mêmes produits industriels venant de pays étrangers, alors, si on les empêche d'entrer, ne reste plus qu'à vendre les productions locales. Et donc, si ces productions locales sont seules sur le marché, elles vont pouvoir être vendues, ça va générer un profit, et l'industrie va pouvoir quand même se développer et devenir de plus en plus compétitive, en produisant une grosse quantité, en développant des savoir-faire, en étant de plus en plus qualifié dans ce domaine-là. Mais encore faut-il avoir ce petit temps de réflexion, hein, ce petit temps mort avant la grande concurrence internationale pour que l'industrie, comme on dit dans l'enfance, hein, l'industrie tout bébé, se renforce et devienne adulte pour après rivaliser avec les producteurs internationaux. C'est ça l'idée de List. Alors je l'ai rédigé ici, je reprends ici. Donc grâce à ces mesures, ces industries naissantes disposent du temps d'apprentissage nécessaire pour accéder au niveau de productivité des pays plus avancés. Donc on va rattraper le savoir-faire des meilleurs. Dans le processus d'industrialisation, en se développant sur le marché intérieur, à l'abri de la concurrence étrangère, elles peuvent également bénéficier d'économies d'échelle qui diminuent leur coût unitaire de production. C'est-à-dire là, oui, si vous êtes dans une politique protectionniste et que vous vendez, il n'y a que vous qui vendez, vous êtes en monopole en fait. Vous êtes dans une situation de quasi-monopole, et donc vous pouvez produire une grosse quantité pour satisfaire toute la demande nationale. Et donc, qui dit grosse production, dit économie d'échelle, dit baisse du coût unitaire de production, et dit baisse des prix. Ça, on l'a fait plusieurs fois. Ça, vous commencez à connaître. Donc ça, c'est un autre avantage positif de ce protectionnisme. Dès que le retard est rattrapé, les barrières douanières doivent être abandonnées, car elles ont plus d'effets pervers, c'est-à-dire un surcoût pour le consommateur, peu d'innovation et d'amélioration des produits, que d'effets bénéfiques. Donc le protectionnisme n'est pas une fin en soi, c'est une mesure temporaire qui vise à protéger l'industrie jusqu'à ce qu'elle soit assez forte pour affronter la concurrence mondiale. Mais une fois qu'elle s'est développée, maintenant, il faudra supprimer les barrières
supprimer les barrières protectionnistes. Alors, deux exemples de cette idée. Premier exemple historique, c'est quand List a publié son ouvrage qui traite de cette idée en 1840. Donc Friedrich List a défendu l'idée qu'il fallait que l'Allemagne pratique un protectionnisme vis-à-vis des produits industriels britanniques, alors dominante d'un point de vue industriel. Donc à l'époque, c'était l'Angleterre qui était à la pointe en matière d'efficacité industrielle dans la production de tous les métaux, enfin de toutes pièces métalliques. Donc elle était aussi le moins cher. Donc si l'Allemagne voulait rattraper l'Angleterre dans cette course à l'industrie et à la productivité, eh bien List préconisait effectivement de pratiquer du protectionnisme, c'est-à-dire d'empêcher les consommateurs allemands d'acheter anglais, tout simplement, pour que les consommateurs allemands achètent allemand, pour stimuler les débouchés des productions industrielles allemandes, jusqu'à ce que ces dernières soient très très fortes et suffisamment compétitives pour s'attaquer au marché international. C'est ce que j'ai dit, hein. Le temps que l'industrie allemande se développe et devienne suffisamment forte pour affronter la concurrence internationale. Un autre exemple un peu plus récent, en 1991, la Commission européenne a passé un accord avec le Japon pour mettre en place une politique protectionniste contre les automobiles japonaises. En gros, les Japonais étaient à la pointe en matière de production automobile au début des années 90, et les entreprises européennes qui fabriquaient des automobiles, elles, étaient moins bonnes, ou en tout cas étaient en queue de peloton. Donc, pour permettre à ces industries de se développer, il a été décidé donc en 1991 qu'on allait freiner l'accès des autos japonaises au marché européen, de telle sorte que les consommateurs européens achètent des voitures européennes pour stimuler la demande et ainsi favoriser le développement de ces industries automobiles européennes. Et après, il était prévu qu'en décembre 99, au 31 décembre 99, ce protectionnisme soit démantelé pour que les constructeurs auto européens entrent véritablement en concurrence avec les constructeurs auto japonais. Mais en 10 ans, ils auraient eu le temps de se développer et de développer leur compétitivité et leur productivité. Donc le but, c'était de laisser du temps pour acquérir le savoir-faire. C'est ça le terme important dans cette argumentation-là, c'est deux choses, hein. C'est on laisse du temps, on laisse un peu de temps aux industries naissantes pour acquérir le savoir-faire, les expériences nécessaires pour savoir bien produire dans ce secteur, ce qu'on ne peut pas acquérir en 5 minutes. Il faut avoir des années de production pour pouvoir savoir comment on fait. Donc voilà, il faut avoir ce temps libre-là, ce petit temps avant la concurrence, pour savoir bien produire. Donc savoir-faire, expérience. Et l'autre argument, c'est on va aussi bénéficier temporairement des économies d'échelle. Voilà, si on a un monopole, puisqu'il n'y a pas d'alternative en important les marchandises équivalentes, si on a un monopole local, eh bien, on peut réaliser de très grandes économies d'échelle et donc baisser fortement le coût unitaire de production et développer une compétitivité prix. Voilà, c'était les deux éléments de ce premier argument qui est un argument tout à fait classique. Donc ça, c'est vraiment, vous devez connaître Friedrich List, le protectionnisme éducateur, les industries dans l'enfance, tous ces trucs-là. Ça fait vraiment partie des choses que vous devez connaître. Voilà, bon, je vais arrêter la vidéo là, je reprends tout de suite après pour attaquer le deuxième argument.